qui intrigue, cette petite phrase de Xi Jinping. Qu'a-t-il dit à Donald Trump? Il dit « Veillons à ne pas sombrer dans le piège de Thucydide ». Qu'est-ce que le piège de Thucydide? Pourquoi a-t-il dit ça à Donald Trump? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonjour à tous. Vous allez nous apprendre beaucoup de choses. Quelle est exactement cette petite phrase? Eh bien, ce sont quelques mots glissés par Xi Jinping à Donald Trump tout à l'heure en pleine rencontre. Les deux hommes et leur délégation, regardez, sont autour de cette immense table dans cette grande salle du palais. Xi Jinping ouvre alors la rencontre par un discours et il y glisse cette question. 中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？ Vous pouvez nous le dire en chinois, Fanny? J'en suis malheureusement totalement incapable, David. Bon, le piège de Thucydide, de quoi parle Xi Jinping? Eh bien, remontons le temps, David, loin, très loin, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Thucydide, c'est lui, c'est cet homme. Il est historien et stratège athénien. Il est souvent considéré comme l'un des fondateurs de l'analyse géopolitique dite réaliste. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'expliquer les événements comme on le faisait à l'époque par des mythes ou des interventions divines, eh bien lui, il les explique tout simplement par des choses très humaines, les ambitions, l'intérêt, les rapports de force, la peur, etc. Et s'il est connu, c'est parce qu'il a écrit ce livre, Histoire de la guerre du Péloponnèse. Une guerre qu'il décrit, je le cite, comme la crise la plus grande qui émut la Grèce. Elle s'est produite quelques années avant son livre, vers 431 avant Jésus-Christ, et elle oppose les deux grandes puissances de l'époque. D'un côté, la cité militaire de Sparte, au sud du Péloponnèse. Elle est alors très puissante, d'autres Grèce avec quelques 10 000 citoyens soldats. Et de l'autre, à 200 km plus au nord, la florissante cité d'Athènes. Athènes, elle aussi, en plein essor, victorieuse quelques années auparavant des Perses. C'est une démocratie prospère, une puissance commerciale et maritime. Elle est à la tête pour sa part de la meilleure flotte de Grèce. 300 trières, ce sont ces longues galères de combat. Et justement, l'ampleur qu'est en train de prendre Athènes inquiète et même effraie Sparte. La tension monte, des crises éclatent et les Spartiates finissent par déclarer la guerre aux Athéniens. Cette guerre durera près de 30 ans. C'est Sparte qui l'emporte, mais les deux cités sont ruinées et certains, beaucoup même, y voient le début du déclin grec. Mais alors, quel rapport entre cette guerre entre Athènes et Sparte, Thucydide, et les relations entre les États-Unis et la Chine? Bien, pour le comprendre, David, il faut lire le politologue et historien américain Graham Allison, auteur de ce livre, Vers la guerre, la Chine et les États-Unis peuvent-ils éviter le piège de Thucydide? Il y théorise justement ce piège qui, dit-il, se met en place quand une puissance émergente vient défier la puissance régnante. Et pour lui, les exemples ne manquent pas, notamment celui de la Première Guerre mondiale, lorsque la montée en force militaire et industrielle de l'Allemagne inquiète le Royaume-Uni. Il cite aussi l'exemple de la guerre de 30 ans. Et aujourd'hui, ce serait donc le cas de figure de cette rivalité au sommet entre les États-Unis et la Chine. C'est ça, la Chine, puissance montante qui vient défier la suprématie américaine. Mais qu'est-ce qui pourrait provoquer une guerre entre les deux pays? Alors passons sur les tensions commerciales et sur la façon dont la Chine utilise son monopole sur les terres rares comme un moyen de pression. Ce sont plutôt les sujets militaires qui inquiètent. Exemple, la mer de Chine méridionale. La Chine veut tirer son partage, en particulier sur cette zone. Elle y implante des bases fortifiées, notamment sur des îlots revendiqués pourtant par les Philippines, alliés des États-Unis. Mais c'est surtout à Taïwan que l'on pense. Cette île de 23 millions d'habitants, juridiquement chinoise, mais de fait indépendante, qui a en plus élu à sa tête un parti indépendantiste. Les États-Unis sont le principal allié de Taïwan, grand partenaire commercial, premier fournisseur d'armes, et ils ont toujours laissé entendre qu'ils ne laisseraient jamais Pékin remettre la main sur cette démocratie. Or, pour la Chine, c'est une priorité. Ces images que vous voyez sont devenues très familières. La Chine mène régulièrement des exercices d'intimidation dans le détroit de Taïwan, en simulant notamment un encerclement de l'île. Merci Fanny. La Chine qui évoque ce piège de Thucydide, autrement dit qui dit à Trump « ne faisons pas comme Sparte et Athènes, nous nous détruirions tous les deux ». Ça veut dire, Dominique, que la Chine aurait peur que les États-Unis lui déclarent la guerre ? Ça veut dire que
D'abord, la Chine cite, au-delà d'un auteur grec, Thucydide, un auteur américain, Graham Allison. Il est clair que les conseillers de Xi Jinping ont lu le livre de Graham Allison. Donc il y a l'idée, Kissinger a ouvert l'Amérique à la Chine, mais la Chine lit ce qui se dit d'elle et du système international à Pékin. Et je crois que ce qu'il veut dire, c'est que contrairement à ce que dit Graham Allison, ou à ce qu'il laisse entendre, la guerre n'est pas inévitable entre les deux plus grandes puissances. Et il me semble que quand le livre était sorti, j'avais eu plusieurs critiques à l'égard de Graham Allison. Son analyse me paraissait infiniment trop déterministe. Oui. C'est ça. Lui craignait la guerre. Oui, Lui craignait une guerre entre Pékin et Washington. Oui, mais en réalité, il la décrivait presque comme inévitable. Et à l'époque, il me semblait qu'il y avait quand même des grandes différences entre Sparte et Athènes, et la Chine et les États-Unis. Il n'y avait pas la bombe atomique. Je ne vais pas vous demander les différences, Dominique, mais est-ce que vous pensez, vous, qu'il peut y avoir une guerre entre la puissance émergente et la puissance suprême? Oui, bien entendu. Bien entendu, il peut y avoir une guerre. Il peut y avoir une guerre, mais il y a une. Qu'est-ce qui la déclencherait? Taïwan. Sans doute la question de Taïwan, qui est vitale vue de Pékin, qui est très importante vue de Washington. Mais l'important, je crois, c'est qu'en citant un Américain, il dit mais je suis, moi, la puissance rationnelle, la puissance raisonnable. Et je vous dis... Et là, il y a une différence majeure. C'est ça, il apparaît comme l'homme sage. Voilà, comme l'homme sage. Il apparaît comme le principe d'ordre. Donc, il se substitue, en réalité, à l'Amérique. Et le point central, me semble-t-il, c'est que la Chine n'est pas la puissance montante. C'est la puissance qui revient, de même qu'elle n'était pas une puissance émergente, mais une puissance réémergente. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, je suis la première puissance mondiale. Je peux vous donner des leçons. Je sais ce qu'est la puissance. Ne tombez pas victime de cette hubris de puissance. Et il donne des leçons là-dessus à l'Amérique, en réalité. C'est ça. Jean, vous avez lu Graham Allison? Non, vous avez lu Le piège de Thucydide? Non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vécu, tout comme vous, parce qu'on a tous les cheveux blancs, l'air de rien, on a tous vécu du temps de l'URSS. Et on se souvient très bien qu'on nous présentait le conflit entre les États-Unis et l'URSS comme fortement probable. Moi, j'ai vécu avec la terreur de la guerre atomique. Donc, on a tous vécu Cuba, la crise des missiles, on a tous vécu 1983, lorsque l'avion de la Korean Airlines a été abattu, et on a cru qu'en 24 heures après, on serait sans doute dans un conflit atomique. C'était tout à fait terrifiant. On a vécu avec la terreur au ventre, bien plus qu'on vit aujourd'hui avec la terreur au ventre d'un conflit entre la Chine et les États-Unis. Moi, je suis exactement comme Dominique, je ne crois pas au déterminisme historique. S'il y avait un déterminisme historique, ça se saurait et on éviterait de refaire les mêmes conneries en permanence. Je le dis très clairement. Donc, je ne crois pas une seconde que ça soit inévitable. C'est aussi parce que ces deux puissances nucléaires, comme disait Dominique? Alors, je pense que le fait que ces deux puissances nucléaires, c'était la même chose entre les États-Unis et l'URSS. C'était deux puissances nucléaires, n'empêche qu'on est passé à chaque fois à ça de conflit. Donc, faut pas croire que l'arme nucléaire nous protège du conflit. Vous savez que maintenant, avec ce qui vient de se passer avec la Russie et l'Ukraine, on sait que des conflits peuvent se dérouler sous le seuil nucléaire. Donc, attention à croire que, c'est-à-dire qu'on commencerait sous le seuil nucléaire, avec Taïwan par exemple, et petit à petit, la montée des tensions pourrait nous amener vers un conflit nucléaire. Donc, mais je crois que là, ce que montre Xi Jinping, et là je suis aussi d'accord avec Dominique, ça m'agace, et donc je pense que ça montre la... Ça vous agace? Oui, ça m'agace. J'aime bien avoir des discussions comme ça où on s'oppose, ça fait naître l'intelligence. Et donc je pense que là, il y a un vrai... Ce que montre Xi Jinping, c'est qu'il est effectivement aujourd'hui l'homme rationnel de la planète. Il apparaît comme nous sommes une puissance qui tenons notre parole en matière commerciale, en matière économique, en matière militaire, etc. Pardon de vous interrompre, Jean. Une dictature
apparaît comme plus rationnel qu'une démocratie. C'est le problème, c'est que les États-Unis aujourd'hui, grâce à Trump, apparaissent comme une démocratie gravement malade, qui devient petit à petit, non pas une démocratie, mais qui devient un régime illibéral. On se souvient de ce qui s'est passé tout au long de l'année, de ce que continue à faire Donald Trump, par exemple, en s'en prenant tout à fait récemment à des juges de la Cour suprême. C'est un truc qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Il fait même imprimer son portrait sur des billets de $100 pour le 250e anniversaire des États-Unis. Est-ce que ça n'est pas anecdotique ? C'est pas anecdotique. Ça montre, c'est exact. Là, on se trouve en URSS, on se trouve en Chine. Je veux dire, où il y a sur les billets de banque, vous avez la photo du dictateur, du dirigeant. Aux États-Unis, il a franchi toute une série de lignes rouges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis n'apparaissent pas comme étant une démocratie fonctionnelle. C'est une démocratie malade. Et Xi Jinping l'a parfaitement compris. Et là, c'est pour ça que je partage complètement. Le principe d'ordre aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis, c'est la Chine, mais aussi l'Union européenne. Ne l'oublions pas, c'est pas le sujet, mais je rappelle que l'Union européenne est quand même aussi un principe droit et qui refuse d'aller au combat avec l'épée sortie du fourreau. Est-ce que vous imaginez, Sophia, vous, comme Graham Allison, qui évoque ce piège de Thucydide cité aujourd'hui par Xi Jinping, qu'il pourrait y avoir une guerre entre les deux? Alors non, et d'ailleurs je voudrais quand même rappeler que pour Allison et même pour Thucydide, le piège n'était pas inévitable. C'était plutôt une mise en garde qu'une prophétie. En réalité, de dire que, attention, quand on voit une puissance émergente qui risque de faire de l'ombre à une puissance dominante, ça peut conduire, mais pas obligatoirement, à un conflit, à une guerre, à un affrontement fatal entre les deux parties. Et d'ailleurs, il dit très clairement, il dit que il y a plutôt une question de personnalité, de culture des adversaires, d'hubris. Il parle beaucoup d'hubris, et avec Donald Trump, on est en plein là-dedans, que l'hubris, parfois, peut pousser la partie dominante à aller chercher des noises auprès de la partie qui devient de plus en plus puissante et qui risque de prendre sa place. Et là, on pourrait aller vers la confrontation. Et on voit bien ici ce que veut dire le Chinois, que veut dire le président Xi, c'est qu'il pense évidemment à Taïwan comme étant la cause ou le casus belli qui pourrait provoquer cette confrontation. Est-ce que vous imaginez, Grantin, que la Chine, qui n'a pas fait la guerre depuis très très longtemps, serait prête à une guerre? Et deuxièmement, est-ce que vous imaginez aujourd'hui que les États-Unis de Donald Trump seraient toujours prêts à mourir pour Taïwan? Écoutez, les États-Unis prêts à mourir pour Taïwan, non. Et d'ailleurs, avant même que le président Trump ne mette le pied ne foule le sol chinois, les Taïwanais eux-mêmes ont mis en garde contre, un deal qui se ferait au détriment de l'île, c'est-à-dire de voir l'île sacrifiée, Taïwan sacrifiée, au détriment d'un deal sur d'autres acquis qu'aurait pu obtenir Pékin auprès de Washington. Si la question est bien traitée, nos relations pourront rester stables. Si elle est maltraitée, il parle de Taïwan. Nous pourrions entrer en conflit. Vice-amiral, est-ce que vous... Deux petites choses. Voilà. Tout d'abord, une petite pique envers les États-Unis. Se référer à Thucydide, c'est dire nous sommes une culture millénaire. Nous connaissons Thucydide, nous avons dealé avec Thucydide, et d'une certaine façon, c'était quand même montré que, comme cela a été dit, c'était une position de sage. De sage qui a une longue culture derrière et qui a qui sait vraiment. Sun Tzu a été, c'est aussi un Chinois. Exactement. La deuxième chose, c'est que l'art de la guerre de Sun Tzu. Moi, ce qui m'apparaît, c'est que c'est une offre de paix. Xi fait au président Trump une offre de paix. Nous ne sommes pas obligés, déterminisme, de nous faire la guerre. Nous sommes deux puissances. Nous avons des intérêts, quelquefois divergents, mais quand même des intérêts. Il se réfère peut-être aux valeurs communes qu'a exalté le président Trump dans son discours d'entrée, enfin qui sont un peu bizarres, mais enfin il l'a fait. Toujours est-il que ça me paraît être une offre de paix, en disant, nous pouvons, et ça avait été dit d'ailleurs dans cette dernière citation, nous pouvons, si nous réglons correctement ce problème, eh bien, grosso modo, nous pouvons régner sur le monde. Ça me paraît, moi, être plutôt positif.
l'obstacle, le caillou dans la chaussure, c'est Taïwan, bien évidemment. Mais, vous savez, au bout d'un moment, il y a des choses absolument importantes, des obstacles infranchissables qui disparaissent tout d'un coup. Et je crains beaucoup que ce ne soit au détriment des Taïwanais, au détriment éventuellement des Iraniens. Mais nous avons là l'Espagne et le Portugal. Comment se partager le monde ? Eh bien, quelquefois, ça ne se fait pas par décision du pape, mais ça se fait par entente entre les deux belligérants. Vous avez raison d'insister sur la population de Taïwan. Ils sont 26 millions, je crois. Et petit à petit, on a largement oublié la population iranienne, qui a envie de démocratie. La population de Taïwan, est-ce que son sort sera celui de Hong Kong ? La crainte est là. Je voulais vous faire entendre un dernier extrait. Je ne sais pas si c'est anecdotique ou si c'est important, mais vous avez évoqué l'ancienneté. Le rapport à l'histoire, c'est quelque chose qui nous est totalement étranger. Écoutez la petite phrase tout à l'heure de Xi Jinping quand il s'est adressé à Trump. Sous-entendu, moi, 5000, toi, 250. Écoutez. 14亿多中国人民立足于5000多年中华文明深厚基础，正在以高质量发展全面推进中国式现代化。今年也是美国独立250周年，3亿多美国人民正在重振爱国创新开拓精神。 Montage Lucille Gamard. Et ce qui est amusant, c'est que lors de la précédente visite de Trump en 2017, il y avait déjà eu cet échange où Trump disait l'Égypte quand même, quelle nation très ancienne. Et que si piqué au vif, écoutez. Donc l'histoire de la Chine remonte à 5000 ans. La Chine a une histoire répertoriée depuis plus de 3000 ans. Mais je suppose que la civilisation la plus ancienne est celle de l'Égypte, il y a 8000 ans. Oui, l'Égypte est plus ancienne que la Chine. Mais la civilisation chinoise a une culture durable unique au monde, qui s'est transmise de génération en génération de manière constante. Il s'agit donc de votre culture ancestrale ? Oui, les gens comme nous peuvent être identifiés depuis 5000 ans. Cheveux noirs et peau jaune. Nous surnommons les descendants du dragon. Descendants du dragon. Oui, Dominique, cette histoire, ce qui revient sans arrêt sur le tapis de l'ancienneté, elle est anecdotique ou... Non, elle est fondamentale. C'est la clé pour comprendre la Chine. Nous sommes un empire civilisationnel. C'est notre civilisation qui est la plus ancienne en réalité. Et ça frappe... mon premier voyage en Chine, en 1985, mon guide chinois m'avait réveillé tôt le matin en me disant « Venez voir le barrage que nous avons construit. Nous contrôlions l'eau alors que vous viviez encore dans les cavernes. » C'était faux, mais c'était ça qu'il voulait dire. Et quand les premières pages de l'ouvrage de Kissinger sur la Chine s'ouvrent par le rappel d'une rencontre entre c'est Mao Tse-tung qui a réuni tous ses généraux avant d'envahir l'Inde. On est en 1962 et il dit à ses généraux « Nous allons reprendre la stratégie de l'empereur, j'ai oublié son nom, qui vivait 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous allons aller vite, remplir nos objectifs et nous retirer immédiatement. » Et ça fascine Kissinger qui dit « Mais comment peut-on avoir une telle culture historique ?» Et il ne connaissait pas encore Donald Trump. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire un mot là-dessus, Jean. Puisqu'ils parlent de leur culture de 5000 ans, il faut regarder aussi la culture militaire depuis 5000 ans, puisqu'on parlait de l'art de la guerre. C'est très intéressant, parce qu'il y a un art de la guerre, effectivement, chinois, mais l'art de la guerre chinois, c'est toujours exercé dans les espaces autour de l'Empire Han, on va dire. Hein, d'accord ? Donc ils ne sont jamais des guerres de conquête territoriale, c'était pas l'empire de Gengis Khan, ça n'a pas été ces empires-là. La Chine n'a jamais fait de guerre extérieure depuis
depuis des centaines d'années. Le Vietnam. Oui, le Vietnam. Mais ils ont pris une claque. Voilà. Et puis ils ont tenté le Vietnam, ils se sont pris une claque. Ils ont été défaits par le Vietnam. Par le Vietnam, absolument. Comme les Américains. Comme les Américains, c'est vrai. Pas pareil. Ouais, C'était un peu chez eux. Ce sont des guerres de frontières, c'est Russie-Ukraine. Voilà. C'est pas pareil. Et donc simplement, juste pour terminer sur cette affaire de faire la guerre, quand on dit ils vont être capables d'envahir Taïwan, je vous signale qu'une des choses les plus dures, et là je pars sous votre contrôle, à faire, c'est ce qu'on appelle passer une coupure mouillée, c'est-à-dire de partir de la terre, de passer sur la mer et de débarquer sur la terre. J'ai l'impression, pardon de vous interrompre, Jean, faire ça, ce sont les Américains. Que personne n'envisage un débarquement à Taïwan. Oui. Et ce que je vous dis, c'est le blocus qui semble être là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'analyse, ils ont construit une marine pour débarquer. Mais oui. 30 bâtiments d'amphibies. Alors qu'ils n'en avaient plus. Exactement. Elle est dimensionnée pour ça. Taïwan est surarmé, ce sera une boucherie. Aucun militaire ne pense que dans un conflit classique, les Chinois arriveraient à prendre Taïwan. Ça serait extrêmement difficile. Il y aurait des pertes monumentales. Un mot, le mot de la